Voilà, bonne soirée et bienvenue à tous. Donc, je suis Boris Weismann, le directeur de la Fondation Deutsch de la Meurthe, et je co-organise ce cycle d'événements avec mon ami Christophe Hardy, président de la Société des gens de lettres. Ça me fait énormément plaisir de pouvoir monter des projets avec des collaborateurs et donc aussi pour cette édition-ci de pouvoir collaborer avec la maison Heinrich Heine et Franziska Humphries qui nous accueille très chaleureusement. Merci beaucoup Franziska. En imaginant ce cycle sur la traduction littéraire, j'avais en tête le cadre de la Cité internationale. C'est évidemment très important. Je suis conscient que en anglais, translation, on entend à la fois le sens traduire des mots, mais aussi déplacer des choses d'un endroit à un autre. Donc ça concorde très bien avec ce lieu qui accueille tous les ans quelques 7500 étudiants du monde entier. Et mon espoir est que de penser un peu à la traduction littéraire nous permettra de penser à ces translations plus larges au sein de la cité universitaire et le sens qu'a la traduction au quotidien pour tous nos résidents. Voilà, c'est un grand privilège d'avoir l'occasion d'écouter aujourd'hui Marie Ndiaye et Claudia Kalschauer. Je prononce sans doute très mal, mais vous me corrigerez. Oui, j'en suis conscient. Voilà. Et juste, je dis que j'ai noté que vous aviez été sage-femme dans une vie antérieure. Et le passage de sage-femme à traductrice me saisit. Et j'espère que vous allez en parler parce que c'est absolument fascinant comme translation, justement. Voilà. Merci. Bon, cher Christophe Hardy, cher Boris, cher public, c'est un plaisir vraiment particulier de vous saluer au nom de la maison Heinrich Heine ce soir. Je me réjouis vraiment de pouvoir accueillir cette soirée ici chez nous et souhaite avant tout remercier tous ceux et toutes celles qui l'ont rendu possible, donc notamment la Société des gens de lettres, ce soir représentée par Christophe Hardy, après la maison Deutsch de la Meurthe. Donc merci Boris de nous avoir associés à ce cycle et quand même aussi ma propre équipe qui s'est particulièrement investie pour organiser cette soirée qui nous est très chère. Et avant tout, bien sûr, j'adresse mes plus chaleureux remerciements à Marie Ndiaye, à Claudia Kalschauer et à Camille Tominé d'être venus ici ce soir pour discuter avec nous. Je ne vous cache pas que je suis pas vraiment personnellement émue. C'est vraiment un plaisir de vous avoir, un honneur. Je suis en même temps mon meilleur public parce que moi, j'ai découvert votre livre, Madame Ndiaye, par sa traduction, par Madame Kalschauer. Donc, je sais de quoi je parle quand je vous dis que cet échange, ce passage ici qui va être au sujet de ce dialogue de ce soir est particulièrement passionnant. Et je remercie Camille Tominé d'avoir accepté d'animer ce débat qui n'est pas simple à animer puisqu'il joue sur plusieurs registres et profite pour vous la présenter. Elle est journaliste et critique littéraire pour lire. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je vais tout de suite laisser la parole à nos invités. Je voudrais juste mentionner que cette soirée est importante pour la maison, ma maison. La traduction est un pilier important de notre maison, aussi bien au niveau de ses pratiques, puisque nous pratiquons le plurilingualisme et la traduction dans notre proposition de programme, qu'au niveau de sa programmation. Ayant travaillé moi-même pendant une quinzaine d'années maintenant dans le domaine de la traduction en tant qu'éditrice, traductrice et chercheuse, je peux témoigner moi-même d'un déplacement important qui s'est fait au niveau de la traduction dans l'univers discursif. Si la traduction a été pendant longtemps avant tout un enjeu philologique, il est devenu de plus en plus un enjeu véritablement épistémologique et politique. Et ces questions-là sont au centre d'un débat que nous souhaitons refléter ici dans notre maison par notre programmation pour mettre au centre du débat certaines questions comme quel savoir produit la traduction, quel concept engage-t-elle, quel statut donner à cette chose très fragile et infiniment fascinante
qui est la traduction, ce texte tierce qui se joue quelque part entre le texte original et sa traduction. Donc le dialogue auquel nous allons assister ce soir va donner une perspective particulièrement passionnante, je pense, à cette question. Et l'intérêt pour la traduction nous sensibilise pour la présence de la multitude des langues qui traversent toujours déjà nos langues qu'on appelle très vite nos langues maternelles. Et à partir de ce constat, elle n'est qu'un petit pas vers le terrain hautement politique, donc des appartenances, des identités, des identifications, qu'on résume actuellement sous les noms de post-migration, post-colonialisme. Et c'est avec ces mots que je vous invite de peut-être, en partant, prendre notre proclamation, puisque ça, c'est le sujet principal de ce trimestre, qui trouvera sa suite durant les prochaines semaines. Et maintenant, il ne me reste qu'à dire bienvenue et bon débat. Et à vous, rejoignez-nous dans la suite de ce débat pour un verre d'amitié dans le foyer, aussi pour une séance de signature, puisque aussi bien Marine Ndiaye que Claudia Kalscheuer ont accepté de signer des livres qui sont en vente par la librairie Les Oiseaux Bleus, que je remercie également d'être venu ce soir. Et alors, bon, je ne sais pas comment dire, en allemand on dirait « viel Spaß », amusez-vous avec ce débat. Ah voilà, pardon, je n'ai pas l'habitude de ce type de micro, mais je vous salue tous à mon tour et je vous remercie tous les trois pour cette présentation. Je remercie bien évidemment tous les partenaires qui ont imaginé ce cycle et je vous remercie toutes les deux, Marianne Ndiaye et Claudia Kalscheuer, de nous faire l'honneur d'être là ce soir. Alors moi, à titre d'introduction et peut-être plutôt que de retracer le parcours de Marianne Ndiaye, que je crois la plupart des lecteurs et la plupart des auditeurs ce soir connaissent bien, je voulais peut-être vous raconter une anecdote. Il se trouve qu'il y a 2 ans, je suis allée voir au cinéma un film magnifique qui s'appelle Saint-Omer, un film, le premier film de fiction d'une cinéaste qui s'appelle Alice Diop, qui est inspirée d'un fait divers et qui portait sur le procès d'une mère infanticide. Et j'avais passé vraiment tout le temps de la projection à me dire, mais c'est curieux, on se croirait dans un livre de Marianne Ndiaye. C'est-à-dire que l'atmosphère, les monologues, le phrasé à la fois impeccable et cruel me rappelait beaucoup les livres de Marianne Ndiaye. Et puis j'ai découvert au générique que Marianne Ndiaye était tout simplement la co-scénariste de ce film. Et il me semble que ce moment révèle un petit peu ce que cette langue, ce que votre langue, Marianne Ndiaye, a d'absolument unique. C'est une écriture qui est magnétique, qui est immédiatement reconnaissable, raffinée, exigeante, qui n'appartient qu'à vous, mais qui en même temps ne montre jamais ses gammes. Et c'est ce qui fait qu'on imagine qu'elle est assez difficile à transposer, cette langue. Et peut-être que Claudia Kalscheuer pourra nous en dire un peu plus à ce sujet. Claudia, c'est vous qui, depuis 2005 et depuis Rosie Carp, avez traduit tous les livres de Marianne Ndiaye. Rosie Carp qui avait valu à Marianne Ndiaye le prix Femina en 2001. Vous traduisez donc vers l'allemand les livres de Marianne Ndiaye. Vous avez bien sûr traduit 3 femmes puissantes, Drei starke Frauen, qui avait reçu le prix Goncourt en 2009. Et pour citer les plus récents livres traduits, vous avez aussi traduit La Chef, roman d'une cuisinière, et La vengeance m'appartient, Die Rache ist mein, en allemand. Vous êtes également la traductrice par ailleurs d'auteurs comme Sylvain Prudhomme, comme Laurent Mauvigné. Vous avez traduit certains textes de Lise Disselver ou l'anthropologue Nastasia Martin dans un autre registre. Et vous le signaliez tout à l'heure, Claudia a également été sage-femme. Et moi, je trouve l'idée assez belle puisque finalement, vous permettez aussi, par vos traductions, à des livres de naître ou de renaître à d'autres langues. Donc, c'est peut-être pas aussi éloigné que ça en a l'air. Alors, justement, le premier contact avec l'écriture de Marianne Ndiaye, je le disais, c'était par votre lecture de Rosie Carp, qui est sortie en France en 2001. Et ce livre, est-ce que vous vous rappelez peut-être quel effet vous a fait la découverte de cette écriture? Et ensuite, quel souvenir est-ce que vous gardez du premier corps à corps avec ce texte, la première fois que vous vous êtes mis à le traduire? C'était vraiment un corps à corps. On m'entend ? Non.
Maintenant, on m'entend. Oui, c'était une expérience très physique, en fait. J'ai acheté le livre un peu par hasard. J'avais lu un article, ça m'avait attiré. J'avais aimé les noms, Rosicarpe, Marine Diaye, je trouvais ça beau. Et j'ai commencé à le lire et tout de suite, je me suis sentie happée. Et puis j'ai eu l'impression, alors que l'histoire est très loin de moi, que c'est une langue qui m'est proche et que si j'écrirais peut-être un peu comme ça. Donc ça, c'était une impression très instinctive, en fait. Et j'ai lu le livre et j'ai réagi de manière physique à la lecture. Je me souviens de certaines scènes, et ça, c'était encore pire à la traduction. Après la première lecture, évidemment, il y a eu toute une histoire jusqu'à ce que je puisse le traduire. Mais il y a des scènes que j'ai ressenties comme très violentes. Il y a une scène dans la forêt d'une agression d'un couple par deux jeunes hommes, et puis ça me traversait, c'était épidermique. Et donc, j'ai voulu le traduire. Et le hasard a fait que le livre avait été proposé à une collègue très expérimentée qui avait refusé en disant « c'est trop difficile, c'est trop mal payé, je ne le fais pas ». Et j'avais entendu dire ça et je me suis précipitée, je me suis proposée à la maison d'édition, qui était une autre maison d'édition que pour les livres précédents d'ailleurs. Et puis ils m'ont fait faire un essai et puis ça a marché, alors que je n'avais pas encore traduit beaucoup de livres. C'était peut-être mon 6e, 7e livre. Et voilà. Et puis la traduction, cette impression, ça s'est vraiment confirmé que même si la langue est difficile d'une certaine manière, les phrases sont très longues, amples, il y a beaucoup de vocabulaire, il y a beaucoup d'adjectifs, souvent par série de 3, dans un ordre parfois déconcertant. Mais c'était facile, en fait. C'était plus facile que des textes moins littéraires, plus simples que j'ai pu traduire avant, parce que je m'en sentais proche. Est-ce que vous vous souvenez combien de temps ça vous a pris, cette première traduction ? Quelques mois, non, je ne saurais plus dire. Marine Diaye, Claudia nous parlait de sa plongée dans le texte, de son entrée dans le texte. Il se trouve que les ouvertures de vos romans nous aident à plonger de cette manière-là. Vous savez que bien souvent, les livres de Marine Diaye s'ouvrent comme au milieu d'une phrase ou comme au milieu d'une pensée. Je vous donne quelques exemples. Le tout début de Rosicarpe, donc ce livre, c'est « Mais elle n'avait cessé de croire que son frère Lazare, etc. » Donc on est vraiment plongé comme si on prenait un train en marche, et on est donc d'autant plus rapidement happé que le train est déjà lancé. À quel endroit est-ce que c'est pour vous les ouvertures de romans et quelle importance ça a dans votre écriture ? L'ouverture de roman, pour moi, elle est fondamentale. L'ouverture de roman, elle indique ce qui va nous arriver en quelque sorte. Et mes ouvertures de romans, elles sont souvent, je crois, un peu âpres, abruptes, un peu bizarres. Mais c'est comme une entrée en matière par rapport à ce qui va suivre. C'est presque aussi... peut-être, même si maintenant je le fais moins, mais à l'époque de Rosicarpe, c'est presque une sorte de défi que j'avais envie de lancer au lecteur. C'est-à-dire, eh bien, si tu passes ce cap-là, si tu passes le cap de cette entrée qui n'est pas forcément agréable, eh bien, c'est que tu mérites l'effort du reste, enfin, en quelque sorte. Mais maintenant, je ne fais plus trop ça, je crois, parce que j'ai plus le besoin de donner ce défi au lecteur. J'ai plus besoin de ce genre de jeu, de bras de fer, en quelque sorte, avec... Le lecteur. Mais avec Claudia, on se connaît maintenant depuis une vingtaine d'années, voire un peu plus. Et
Et ce qui m'a frappé tout de suite dans son travail et dans la relation qu'elle a établie entre nous, c'est qu'elle me posait des questions très précises sur le sens d'un mot, sur une phrase qui était bizarre, mais est-ce que c'était exprès qu'elle soit bizarre ou pas? Enfin, ces questions étaient d'une méticulosité, d'une précision qui me passionnait parce qu'elle mettait aussi en lumière les imperfections d'un texte. C'est-à-dire, dans un roman long, il y a plein de trucs qui vont pas aussi. Il y a des phrases qui tombent plus ou moins bien. Il y a des mots qu'on a mis là, mais ça aurait pu être un autre. Et la traductrice, enfin, en tout cas du genre de Claudia, la traductrice Claudia, elle veut savoir si c'est exprès ou pas, si c'est une erreur ou pas. Et c'est ça qui était passionnant dans le travail avec elle, c'était la mise en lumière aussi de tous les manquements, mais pas que, évidemment, mais l'obligation, en tout cas, de regarder en face ce qu'on a fait. Et ça, c'est passionnant. Et c'est très rare. Hein. Tu m'as dit une fois que je te faisais un peu peur. Oui, presque. Mais dans le bon sens du terme, un peu peur parce que je savais que tu es une lectrice si exigeante, enfin si précise que je pourrais pas tricher dans les phrases avec toi. Et ce qui m'étonne, c'est que tous les traducteurs ne le fassent pas, très loin de là. Mais une traductrice comme l'est Claudia, c'est la lectrice la plus, oui, la plus précise en fait, parce qu'elle passe au crible de son travail, chaque mot, presque chaque virgule, ce que ne font pas évidemment les lecteurs, et puis c'est pas leur rôle. Moi non plus, comme lectrice, je fais pas du tout ce travail-là, mais c'est ce que ne peuvent même pas faire les gens de la maison d'édition, c'est-à-dire ils font un travail remarquable, mais qui n'est pas aussi aussi fin, aussi délicat, que le travail d'une traductrice telle qu'est Claudia, en tout cas. Et ce que je voudrais dire, c'est que les questions, souvent, elles viennent de l'allemand. Enfin, elles sont dues à la différence entre les langues. Les questions, je ne les poserais peut-être pas si je ne faisais que lire le texte. Je suis confrontée quand je dois passer les choses dans l'autre langue. Et c'est là où ça frotte parfois, où ça reste toujours insatisfaisant d'une certaine manière, parce qu'on ne trouve jamais à 100% le bon mot. Juste un exemple, le mot complaisant, je t'ai posé la question à chaque livre en fait, parce que tu l'utilises presque dans chaque livre. À chaque fois, je ne sais pas exactement ce que tu veux dire, parce qu'il n'y a pas d'équivalent direct en allemand. Donc ça peut être willfährig, ça peut être selbstgefällig, ça peut être juste gefällig, ça peut être plein de choses différentes. Et ça, à chaque usage, à chaque fois que tu l'emploies, ça peut être quelque chose de différent. Donc à chaque fois, je suis obligée de creuser. Mais ce n'est pas un manquement de ton texte, c'est juste que je viens d'ailleurs. Mon regard vient d'ailleurs. Je me rappelle, d'ailleurs, pas précisément pour ce mot-là, mais en général, quand tu me demandais, mais alors est-ce que je choisis si ou ça, comme moi je n'en ai pas la moindre idée, je te disais, mais fais comme tu
tu le sens, quoi. Enfin, comme tu le sens, sera juste de toute façon. Et puis je ne peux pas malheureusement t'aider de ce point de vue-là parce que ma connaissance de la langue allemande est bien trop basique. Donc je te disais, mais fais comme tu penses, quoi. Oui, je peux faire comme je pense quand je sais ce que tu en penses. Oui. Parfois. Oui. Parfois. Mais des fois, il y a plein de choses que je résous sans te demander aussi quand même. Mais des fois, je me rappelle justement que tu me mettais par tes questions si pertinentes en face de mon incapacité de penser. C'est-à-dire, par rapport à tel mot ou telle phrase, je savais plus ce que j'avais pu vouloir dire 2 ans avant. Donc, c'est pour ça aussi que je te disais, mais fais comme tu le sens, parce que moi, je sais plus vraiment, en fait. Je sais moins que toi, d'une certaine manière. On pense toujours que l'auteur sait tout, mais parfois... Ah ben non, mais non. Pas du tout. Sur son propre texte, oui. Oui, je ne sais pas si vous avez eu sous les yeux le petit texte de présentation de cette soirée où justement Marie Ndiaye essayait de caractériser la nature de leur collaboration et de leurs échanges. Et elle parlait de questions troublantes, parfois troublantes, qui invitent à vous poser des questions que vous ne vous seriez pas posées dans un autre contexte. Pour qu'on comprenne très concrètement comment ça se passe, quel est à quel moment, déjà, est-ce que vous posez ces questions? Est-ce que vous les posez au fur et à mesure, au fil de la traduction, ou est-ce que vous en faites tout un paquet? Et quel est peut-être aussi le volume de ces échanges? Est-ce que... Non, je les pose pas au fur et à mesure, je les rassemble. Enfin, je fais un premier jet et je relis une fois entièrement. Et puis après, j'ai bien conscience de toutes mes questions, pas avant. Parce que voilà, il faut laisser mûrir déjà un peu avant de poser les questions, sinon vraiment il y en aurait beaucoup. Et puis après, il y en a, je ne sais pas, entre 30 et 50, je dirais. Et puis... Oh non, moins, c'est pas 50 quand même, moins quand même. Entre 20 et 30. Oui. Là, il y en a beaucoup. Hein. Pour la vengeance vrai, m'appartient, c'était... Ah non, pas tant que ça. C'est une page et demie de... Voilà. Il y a peut-être une vingtaine. Et puis, je les écris en général. Enfin, c'est pas à chaque fois pareil, mais en général, quand je suis bien organisée, je les écris et je les envoie à Marie. Tu y réfléchis, et puis après, on se parle. Quand on peut se voir, c'est bien. Sinon, c'est par téléphone. En tout cas, on s'en parle au téléphone. C'est-à-dire, les questions que me pose Claudia, je n'y réponds pas par écrit, quoi. On s'en parle, oui. Oui, parce que ça permet d'affiner encore. C'est mieux. Il y a d'autres auteurs qui me... Enfin, je ne pose pas autant de questions à tous les auteurs, mais ceux à qui j'en pose, parfois, ils répondent par écrit. Il y en a qui écrivent des romans. Il y en a d'autres qui disent, je ne sais pas. Et alors, j'imagine que ces échanges très directs que vous avez par téléphone, ça vous apprend aussi des choses sur votre propre texte, Marie Ndiaye. Est-ce que vous découvrez des choses? Oui, vraiment, oui. Je découvre surtout des choses sur ce que je n'aurais pas dû faire, en fait. Parce que le roman, c'est une forme si impure, si bizarre, si faite aussi de briques et de brocs que des fois, il y a des mots qu'on a mis là, mais ça aurait pu être un autre. Ou il y a plein de scories, oui, dans un roman. C'est une forme, oui, c'est une sorte de bric-à-brac aussi, des fois, le roman. Mais pour la traductrice, le bric-à-brac, à un moment, il doit quand même trouver son ordonnancement. Ça ne peut pas rester le bric-à-brac. Et
Et quand Claudia donc, me questionne précisément sur le sens d'une phrase ou d'un mot, ben, des fois, vraiment, je sais plus quoi. C'est parce que, mais c'est pas, ça me trouble parce que je me dis qu'il faudrait que je sois plus rigoureuse, mais en même temps, j'aime bien cette idée-là que cette forme du roman soit aussi tellement imparfaite. Mais sauf que la traductrice, elle, l'imperfection, elle ne sait pas trop quoi en faire. Il faut à un moment qu'elle la traduise en quelque chose qui ne soit pas nécessairement plus parfait, mais il faut qu'elle trouve un sens au n'importe quoi. Elle ne peut pas faire avec ça toujours. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que la traductrice, elle met le doigt sur ce qui ne va pas. Alors, ce qui ne va pas, c'est pas forcément ce qui pourrait être modifié, mais des fois, si. Des fois, ce qui ne va pas, c'est pas très intéressant, donc ça aurait pu être autre chose. Et elle doit savoir si ce qui ne va pas est intentionnel ou pas. Et ça, c'est passionnant. Même si c'est douloureux, des fois, mais c'est passionnant. Et j'aimerais ajouter que ce que tu appelles l'imperfection ou l'impureté ou le bris, ça se double de l'imperfection de la traduction, en fait. Parce qu'une traduction non plus n'est jamais parfaite, n'est jamais aboutie. Il faut vivre avec ça, que c'est... Voilà, à un moment, on rend, on a fait de son mieux, mais on ne peut pas être perfectionniste, j'imagine, ni en écrivant, ni en traduisant. Sinon, la folie bouquette. Enfin, on ne peut pas. C'est jamais fini, c'est jamais parfait, c'est jamais à 100%, puisque les langues sont différentes et que... Voilà. Et je pense que cette différence entre les langues et la différence entre ce que tu veux dire et ce que tu écris, c'est un peu... enfin, c'est similaire, c'est parallèle. Oui, et ça résonne tout à fait avec ce que Borges disait de la traduction, à savoir qu'une traduction, finalement, ne serait qu'un débrouillon, que l'une des versions d'un texte. Un écrivain, à un moment donné, élabore plusieurs versions de son roman et se décide pour l'une d'entre elles, et la traduction n'est qu'une de ces versions, qu'une des versions possibles, puisqu'évidemment, il n'y a pas de texte parfait et que tout texte est condamné à être un éternel brouillon. On parlait tout à l'heure du défi que vous posez à vos lecteurs pour entrer dans vos livres, et je crois que ce qui nous emporte, lecteurs, c'est d'abord peut-être la musicalité de la langue, c'est la longueur des phrases, c'est leur circularité, ce sont tous ces échos qui se propagent à travers les lignes, ou parfois à l'échelle même du texte tout entier, avec des mots, des motifs qui se répètent puis qui se transforment tout au long d'un texte. Quelle importance est-ce que vous accordez, Marie-Anne Diaye, à la composition sonore de vos romans? Et est-ce que vous travaillez, par exemple, à l'oral ou à l'oreille, en tout cas? Non, pas du tout. Je travaille uniquement mentalement. Jamais je ne me relis à voix haute. Ça me ferait un effet de fausseté. Enfin, non, je mets la musique, s'il y en a une, elle est dans ma tête, mais pour moi, c'est pas vraiment une question de musicalité. Ce qui m'importe avant tout, c'est la forme, la composition, parce que l'histoire d'un roman, elle tient en quelques lignes, mais ce qui fait que ces quelques lignes puissent avoir un intérêt, c'est la composition, c'est la manière dont on les traduit stylistiquement, et puis oui, c'est de la forme finalement, parce que
l'histoire elle-même, c'est pas grand-chose en elle. Enfin, c'est pas grand-chose en soi. Mais la musique, non, j'ai pas... les phrases, la manière dont je me relis, chaque jour, c'est vraiment mental, quoi. C'est pas du tout une question de musique. C'est vraiment une question de forme qui je sais pas, qui prend sens dans la tête. À un moment, je sens que cette forme, la forme de cette phrase, elle est bonne, mais le rapport avec la musique, je ne sais pas trop. C'est le rapport avec la langue, quoi, la structure de la langue française, plus qu'avec la musique, je pense. Et précisément, la structure de la langue française, elle est très différente de la langue allemande. J'imagine que vous le savez, mais dans la langue allemande, on place le verbe à la fin, notamment, ce qui évidemment pose certains défis de traduction, j'imagine, Claudia, parce qu'il arrive dans les phrases parfois très amples de Marianne Ndiaye qu'un mot tombe à la fin, et pour une raison bien précise, et c'est ce qui le rend d'autant plus frappant. Je vais vous lire juste, par exemple, le tout petit premier paragraphe de « La vengeance m'appartient ». Vous allez voir pourquoi. L'homme qui, le 5 janvier 2019, entra timidement, presque craintivement dans son cabinet, maître Suzanne sut aussitôt qu'elle l'avait déjà rencontré, longtemps auparavant et en un lieu dont le souvenir lui revint si précisément, si brutalement, qu'elle eut l'impression d'un coup violent porté à son front. Le fait que le coup violent porté au front arrive à la fin rend ce coup d'autant plus violent, on se le prend soi-même en tant que lecteur. Alors, comment on fait pour transposer ces structures-là quand on n'a pas la même syntaxe et pas les mêmes sonorités non plus à disposition? C'est du bricolage, en fait. Enfin, cette première phrase, « La vengeance m'appartient », je tenais beaucoup à ce qu'elle commence par l'homme et qu'elle finisse avec le front, parce que j'ai trouvé ça important. Et puis j'ai dû tordre un peu la langue allemande, parce que j'ai commencé avec un datif, donc c'est une particularité de la langue allemande, il y a les cas, les déclinaisons, et donc j'ai commencé pour l'homme qui, j'ai mis dem Mann. Enfin, je ne sais pas si vous parlez allemand, mais bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais en tout cas, j'ai un peu... ça commence de manière un peu bizarre en allemand. C'est très étrange de commencer par un datif, un livre entier, enfin une phrase, mais un livre entier, je ne sais pas si ça a été fait très souvent, mais j'ai osé et c'est passé. Je n'étais pas sûre que ça passerait à la maison d'édition, les correcteurs et tout ça, mais personne n'a rien dit. Et j'étais très contente d'y être arrivée. Et puis après, à l'intérieur de la phrase, j'ai un peu... voilà, j'ai déplacé les éléments jusqu'à ce que ça marche. Est-ce que vous voulez lire peut-être ce premier paragraphe? Parce que j'ai l'impression, à vous entendre, que certains parlent allemand, donc peut-être c'est intéressant de... Seulement l'allemand, vous l'avez lu, le français, d'accord. Dem Mann, der am 5. Januar 2019 schüchtern, beinahe ängstlich ihre Kanzlei betrat, war Maître Suzanne, wie sie sofort wusste, schon einmal begegnet, vor langer Zeit und an einem Ort, an den sie sich so genau, so jäh wieder erinnerte, dass es sich anfühlte wie ein heftiger Schlag gegen ihre Stirn. Stirn, c'est le front. Qui tombe bien, donc, à la fin. Il y avait la question aussi, dans mon souvenir, quand on parlait de tout ça avec Claudia, la question de la traduction de maître. Maître Suzanne, en français, c'est évident que ce maître veut dire avocate. Et c'était une interrogation aussi. Oui, parce qu'en allemand, on n'a pas de... On ne nomme pas une avocate par son titre. Enfin, ça n'existe pas. Et du coup, j'ai fait le choix de garder maître. Et puis, on comprend au fur et à mesure ce que c'est. Donc, c'est pas expliqué. Il n'y a pas de notes, il n'y a rien. C'est juste... Mais ce qui est marrant, c'est que dans le texte en français, dès la
première phrase, on sait que Maître Suzanne est une avocate, alors que j'imagine dans le texte allemand, ça se comprend plus tard, puisque Maître n'est pas compréhensible immédiatement comme étant le titre d'une avocate. Mais après, en allemand, on a un mot pour le... C'est le cabinet en français. Et en allemand, c'est die Kanzlei. Et ça, c'est un mot spécifique aux avocats. Donc, je ne sais pas si c'est... Je crois que c'est utilisé pour un autre métier. Donc, c'est tout de suite clair aussi qu'elle est avocate. Ouais. Je rebondis sur le mot de maître parce que moi, ce qui m'avait beaucoup frappé en lisant La vengeance m'appartient, c'est que précisément, cette maître Suzanne, elle est, et peut-être de moins en moins au fur et à mesure du roman, de moins en moins maîtresse d'elle-même. Et on n'a pas cette ambiguïté de sens, évidemment, puisque maître n'existe pas en allemand. Et ça, j'imagine que c'est un cas de figure qui se reproduit souvent, cette ambiguïté des mots qui crée quelque chose d'assez énigmatique dans les romans de Marie Ndiaye. Je pense à un autre exemple, toujours dans ce texte, c'est le terme de ravissement, qui a aussi une double entente en français, parce que vous savez que le ravissement, donc, c'est le personnage de Maître Suzanne qui dit avoir vécu une sorte de scène initiatique dans son enfance, et elle en parle comme d'un ravissement, mais le ravissement, en français, c'est à la fois ce qui désigne le bonheur, ce qui ravit, et en même temps, ça peut désigner le fait d'enlever, et d'enlever avec force. Donc il y a cette ambiguïté-là. Et je pensais à un autre exemple, qui est cette expression « la fille ». Alors ça, c'est dans un autre roman, c'est dans La Chef. La fille, la fille, la fille, c'est une expression qui revient beaucoup. Et dans ce texte, ça désigne à la fois la filiation, la fille de cette cuisinière qui en est la mère, mais c'est aussi, à d'autres endroits du texte, la fille de maison, c'est-à-dire un peu la bonne à tout faire, enfin l'aide cuisinière. Et donc cette ambiguïté-là, je crois que vous en jouez beaucoup, Marie Ndiaye. Comment on fait, Claudia, pour rendre cette incertitude-là dans la traduction ? Les ambiguïtés, elles, même si elles ne sont pas à l'endroit même que vous dites, par exemple, là, elles sont ailleurs. Enfin, il y en a tellement des ambiguïtés dans les textes que ce n'est pas grave s'il y a un mot qui est ambigu en français, il n'est pas en allemand, mais il y en a d'autres où ce sera l'inverse. Mais il faut jouer sur cette ambiguïté. Et puis, voilà. Mais ça se rattrape, en fait. Il y a des formes de compensation. Parfois, j'ai pas d'exemple malheureusement, je peux ajouter quelque chose qui va tout à fait dans le sens, mais qui n'est possible qu'en allemand. Et voilà. Oui, ça c'est une notion vraiment de traduction que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, que je trouve absolument passionnante, cette notion de compensation, peut-être que vous pourriez développer un petit peu, c'est-à-dire que ce qui n'est pas transposé à un endroit, vous le rattrapez ailleurs, parfois plusieurs pages plus loin. Par exemple, il y en a peu dans les livres de Marie Ndiaye, mais de manière générale, les jeux de mots, c'est très difficile on n'arrive jamais à les traduire tels quels. Et parfois même, on n'arrive pas à faire un jeu de mots au même endroit dans le texte, mais on peut peut-être en faire un que la langue allemande facilite à un autre endroit. Et du coup, le caractère du texte est respecté, même si ce n'est pas exactement le même jeu. J'avais vu ça avec mon précédent livre, qui date de quelques années déjà, Trois femmes puissantes. Et quand j'ai reçu les traductions, je me rendais compte, en tout cas pour les langues que je pouvais à peu près traduire, allemand, italien, espagnol, anglais, etc., que Trois femmes puissantes, c'était toujours traduit ce terme de puissante par forte, en fait, drei starke Frauen, et puis c'était la même chose dans les autres langues européennes, et ça me troublait parce que ce qui m'avait plu, justement, ce qui m'avait fait choisir ce titre, c'était que ce ne soit pas Trois femmes fortes, que ce soit puissante, et retrouver ce terme de puissante presque réduit à forte, mais j'entendais bien que peut-être dans ces autres langues, il n'y avait pas l'équivalent de puissante, mais ça me
chagrinait un peu parce que ça me semblait réducteur en quelque sorte par rapport à puissante, forte. En plus, en français, mais là je ne sais pas si ça fait la même chose dans les autres langues, mais trois femmes fortes, en plus fortes, des femmes fortes, ça veut dire aussi des femmes rondes, etc. Enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a rien à voir avec puissante, mais peut-être, mais sans doute que pour les lecteurs dans ces autres langues, ça peut faire le même effet, ce mot enfin, forte que puissante, mais j'étais pas sûre de ça, absolument. Moi, je me souviens très bien des discussions avec l'éditrice à l'époque qui voulait absolument que ce soit très starke Frauen, donc fortes, les femmes fortes, enfin fortes au sens de puissante, mais voilà. C'est très compliqué parce qu'en fait, en allemand, quand on dit très mächtige Frauen, ça peut être des femmes corpulentes. Mais alors que c'est plus proche de puissant. Il y a la Macht, la puissance, enfin, c'est l'inverse en fait. Ah oui, donc, c'est marrant. Moi, j'aurais pris le risque, parce que je tenais aussi à leur puissance intérieure, qui est une puissance étrange en fait, mais bien réelle. Mais voilà, c'est pas les traducteurs, traductrices qui décident des titres, c'est comme ça. Alors, on a parlé de cette notion importante en traduction qui est la compensation, mais il y a aussi la notion de trahison. Hein. Vous savez, c'est un peu un lieu commun quand on parle de traduction, mais vous connaissez sans doute ce dicton italien, traduttore et traditore, cette idée que le traducteur est aussi un traître et que pour bien traduire, il faut aussi trahir, ou en tout cas s'écarter de la lettre du texte pour finalement lui être plus fidèle. Dans quelle mesure est-ce que justement vous avez parfois l'impression de trahir le texte pour mieux y revenir? Jusqu'où vous vous autorisez à aller? Évidemment que je m'écarte de la lettre. Enfin, chaque lettre change en fait dans une traduction. Et chaque mot change. Et j'ai une grande liberté pour trouver une forme équivalente, plus au plus. Mais, je sais pas, la trahison... C'est pas une notion qui me parle. J'essaye évidemment d'être fidèle, mais la fidélité, c'est pas tout faire de manière littérale. Enfin, et puis après, dans le mot de trahison, il y a l'idée d'une mauvaise intention, ce qui est tout le contraire dans le travail de traduction, donc c'est pas de la trahison. Moi, je parlerais plutôt de, comme je le disais tout à l'heure, de l'imperfection inévitable. Mais c'est pas une trahison. Enfin. Non, bien sûr. On parlait aussi tout à l'heure des mots à double entente, à double sens. Il y a ça qui entretient l'ambiguïté, le mystère du texte, mais il y a aussi les mots qui en sont absents, les non-dits, le secret. J'ai l'impression que vous travaillez beaucoup autour de ça, Marie Ndiaye, et que votre écriture souvent tourne autour d'un terme qui n'est jamais énoncé par des périphrases ou voilà, des formulations un peu intrigantes. Quel ingrédient est-ce que c'est dans votre écriture, cet indicible? Et est-ce que parfois vous travaillez, non pas à remplir la page, mais au contraire à la creuser, enfin à enlever des mots? J'ai l'impression que mon travail, il consiste beaucoup, alors pas tout le temps, hein, parce que des fois c'est très réaliste et frontal et simple et tout ça, mais quand ça ne l'est pas, j'ai l'impression que mon travail, il consiste à essayer de s'approcher d'un noyau de mystère, d'un noyau de non-dits, d'étrangeté, et de s'en approcher par des circonvolutions, comme un serpent de mots qui essaierait de se serrer
plus près de ce noyau de secret. Et il n'y parviendra pas complètement, mais il essaiera de s'en approcher le plus possible. Et les phrases, ce serait ça, quoi, un moyen d'essayer de comprendre d'une manière, oui, circulaire et constrictive, boa constrictor en tout cas, le secret, quoi. Mais tout en sachant qu'il pourra s'en approcher, donc ce boa au plus près, mais sans jamais vraiment l'atteindre. Enfin, je vois mes phrases ainsi, quoi, des sortes de cercles qui se resserrent autour de quelque chose dont on ne sait pas forcément ce que c'est, mais des fois on le sait, mais quelque chose comme ça. Vous nous parliez d'étrangeté à l'instant, ce qui fait le sentiment d'étrangeté aussi quand on vous lit, je crois que ça tient beaucoup au contraste justement entre ce style, ces phrases très tranquilles, très tenues, sans débordement, et la grande violence. Claudia nous parlait tout à l'heure de la violence de certaines scènes, de ce qui est raconté. Donc le contraste entre ce qui est dit et la manière dont c'est dit. Qu'est-ce que ça raconte, ce décalage pour vous ? Oh ben je ne pense pas que la violence en littérature doive nécessairement s'exprimer par un style qui serait déstructuré, qui serait à l'image de la violence. Enfin, ça peut aussi, hein, enfin, tout peut se faire en littérature. C'est ça qui est merveilleux. Mais dans ce que je fais, la violence ou la douleur n'ont pas de raison d'être exprimées par un langage qui ne serait pas le plus doux, le plus correct, etc. Parce que la langue la plus pure, la violence, elle l'exprime aussi bien, en fait. Mais c'est pas vraiment un choix. Je suis ainsi faite. Et puis, il y a des textes merveilleux de puissance qui expriment la douleur par des jets de mots, etc. Donc, il n'y a pas du tout de hiérarchie esthétique par rapport à ça, mais c'est pas mon... Voilà, moi, c'est ainsi que je m'exprime, en fait. Il y a autre chose dont on parle assez peu souvent, je crois, et qui tient aussi à une forme de décalage qui est très présent dans vos livres, ce sont les pointes d'humour et l'ironie très forte qu'il y a dans vos textes, avec parfois des situations assez cocasses ou des formules assez subtilement ironiques. Or, je crois que l'humour, l'ironie, ça fait partie des choses les plus difficiles à traduire. Comment vous vous en sortez, Claudia, de ces passages-là ? Je ne peux pas dire ça de manière générale. En fait, Est-ce que c'est réellement le plus difficile ou pas nécessairement ? Non, je ne trouve pas. En fait, je suis le texte et quand je trouve quelque chose d'ironique et de drôle, j'essaye d'accentuer ce moment. Mais il n'y a pas de recette pour ça. Je ne sais pas. Est-ce que ça fait partie des discussions que vous pouvez avoir l'une avec l'autre que de discuter sur... As-tu voulu vraiment à cet endroit ? Je me souviens que... Sur l'ironie, je ne pense pas. Sur l'humour, tu m'as demandé une fois, mais est-ce que tu l'as trouvé drôle, le livre ? Mais je ne sais plus duquel il s'agissait. Et j'ai dit oui. Et ça t'a rassurée parce que tu disais qu'il y avait eu des lecteurs qui n'avaient pas trouvé ça drôle du tout et qui n'avaient pas ressenti ça et que moi, j'avais ri. Enfin, souri plus que ri, mais si, moi, je ressens ce regard
mais grâce au regard de Claudia et puis à ces questions, je comprends que tout est traduisible en fait. Tout est traduisible, même entre des cultures tellement différentes. Même, je suis sûre que tout est traduisible. Parce que certes, les Français et les Allemands sont proches, sont des frères ou des cousins, etc. On se sent pas foncièrement différent, mais je suis sûre que mes traducteurs coréens, japonais, etc., donc qui vivent dans des pays, des cultures qui sont tellement plus éloignées, je suis sûre qu'ils trouvent le moyen de traduire évidemment non seulement la langue, mais l'esprit aussi de ce qui est dit. Enfin, j'en suis vraiment sûre. Enfin, tout est traduisible, je pense. Non, tu ne penses pas? Moi, j'oscille entre tout est traduisible et rien n'est jamais traduisible. Ça dépend des jours. Marianne Ndiaye, vous parliez là des traductions coréennes, culture parfois plus lointaine de la nôtre. Quel rapport est-ce que vous avez justement à ces traductions très, très nombreuses qui existent de vos livres? Vous me disiez tout à l'heure que vous ne savez même pas dans combien de langues vous êtes traduite. Est-ce que c'est encore votre livre ou est-ce que finalement c'est un nouveau texte pour vous? C'est le rapport de confiance absolue que j'ai en tant que lectrice. Je ne puis lire malheureusement qu'en français. Je ne puis lire des livres étrangers que traduits en français, et ça ne m'a jamais empêché de... Enfin, j'ai lu... j'ai une grande passion pour la littérature japonaise, américaine aussi, mais enfin, de tous les pays. Et ces livres ne m'arrivent que dans ma langue, et ça m'oblige, je leur en ai une gratitude infinie, ça m'oblige à avoir une confiance totale envers les traducteurs, puisque je pourrais jamais vérifier de toute façon. Donc, mais ça m'importe pas. Tous ces livres m'ont formé, m'ont aidé à écrire grâce au truchement de la traduction. Et ça veut dire que c'était réussi d'une manière ou d'une autre. Et vraiment, mais j'ai une énorme reconnaissance envers les traducteurs, parce que sans eux, je serais réduite à ma langue, et ce serait déjà bien, parce que voilà, mais ce ne serait pas suffisant. Je poursuis un petit peu sur la manière concrète dont vous collaborez, dont vous échangez ensemble. Je me souviens qu'à l'époque où était sortie La Chef, roman d'une cuisinière, on avait eu un entretien toutes les deux, Marianne Ndiaye, et de manière peut-être un peu facile ou rapide, je ne sais pas, moi j'avais tout de suite vu ce livre comme une sorte de porte ouverte sur votre propre processus créatif, avec cette sorte d'artiste de la cuisine qui est un personnage très précoce, très précise, mais aussi sobre, discrète, raffinée, qui refuse la facilité, qui refuse les effets.
Et vous m'aviez répondu non, moi je n'avais pas du tout l'intention d'ouvrir une porte sur ma propre cuisine. Au contraire, ça me contrarie un petit peu. Alors je me demandais si vous faisiez exception avec vos traducteurs, vos traductrices, et si, Claudia, vous aviez peut-être davantage pu entrevoir de quoi procède l'écriture, et par exemple, je ne sais pas, les lieux qui inspirent Marianne Ndiaye, les personnages qui inspirent Marianne Ndiaye. Non, en fait, moi, je parle vraiment du texte. On parle très peu, enfin, en dehors des questions que je pose à chaque fois, on parle très peu de tes livres, en fait. Oui, moi, je les prends comme ils sont. Et je me sentirais indiscrète de poser des questions qui iraient plus loin, ou qui iraient creuser d'où ça vient. Enfin, non. Je pensais par exemple à ces débuts de livres où on a l'impression de prendre le texte en cours, mais qu'en fait quelque chose précède et que peut-être une image est antérieure à tout ça. Ça non plus, vous n'avez jamais eu de discussion sur l'image qui déclenche tout le roman? Non, parce que j'ai une image en fait. Enfin, l'image, c'est celle qui se forme dans ma tête quand je le lis. Je ne sais pas. Mais j'adore les questions aussi très précises. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Claudia, mais pour La vengeance m'appartient, pour le monologue de la mère infanticide, qui commence presque toutes ces phrases par mais, etc. Tu m'avais dit, tu t'interrogeais sur Haber, et j'avais adoré ça parce que tu m'avais dit en allemand ce sont 2 syllabes alors qu'en français c'est juste une, et tu avais l'impression que le mais était plus brutal, et qu'en allemand les 2 syllabes étaient moins révélatrice en tout cas de ce que disait le personnage. Et j'adore ce genre de questions. C'est passionnant, je trouve. Oui, je m'étais vraiment posé la question parce que 2 syllabes à chaque fois, ça faisait beaucoup pour le rythme. Parce que moi, j'entends quand même une musique. Quand, tu dis que tu n'y penses pas beaucoup, mais moi, quand je te lis, j'ai une musique dans la tête, et notamment dans ce passage-là qui est très, très rythmé. Ça m'embêtait. Après, je m'y suis faite et j'ai trouvé que ça faisait un sens aussi, parce que c'est un peu plus doux. Et puis, d'une certaine manière, ça colle bien avec le personnage de Marlene qui le dit, qui n'arrête pas de contredire quelque chose en elle-même ou quelqu'un d'autre qui lui poserait des questions, on ne sait pas trop. Mais le mais, en effet, il est plus dur, quoi. Oui. Mais c'est aussi par rapport au quart de son mari, parce qu'il y a le monologue de Gilles Principaux qui commence presque toutes ses phrases par quart. Donc lui, il explique. Elle le se quart, défend. Tu l'as traduit par Weil, je pense. Ouais. Ou den, je ne sais plus. Je vais regarder. Je vous cite juste une petite phrase pour... Doux, hein. C'est plus doux, weil que quart. Ouais, c'est dur. Weil, je ne sais pas, ça me semble plus doux. C'est moins culturel. Oui, je vous cite un tout petit extrait de ce long monologue de la mère infanticide pour que vous ayez en tête à quoi ça ressemble. Mais je ne sais plus démêler, mais je le plains, mais je le hais, mais j'ai honte devant lui. Et c'est comme ça sur plusieurs pages, cette femme qui commence toutes ses phrases par mais. Et vous m'aviez dit, Claudia, quand on s'est parlé au téléphone avant cette rencontre, que vous, pour traduire, vous aviez imaginé une autre voix qui mais en fait, je ne l'ai pas inventée, cette voix, parce qu'elle est dans le texte. Attendez, je vais le retrouver rapidement, je crois. Parce que juste avant le monologue, la situation est posée. C'est Maître Suzanne qui posa de nombreuses questions auxquelles Marlene répondait sans réticence manifeste, mais de la façon la plus brève. Et de sorte qu'il semblerait à Maître Suzanne plus tard qu'elle avait parlé davantage que Marlene. Donc dans ma tête, le monologue, enfin ce qui est un monologue dans le livre,
ce sont en fait les réponses mises bout à bout aux questions de Maître Suzanne. Et ça m'a beaucoup aidé à placer ces mais, enfin ces aber en allemand en l'occurrence, parce que j'imaginais, pas de manière très concrète, mais les questions et à quoi elle répondait à chaque fois. Voilà, c'était mon procédé intérieur pour m'aider à traduire ça, alors que voilà, enfin, dans le texte, c'est juste un monologue. Il y a une chose dont on n'a pas encore parlé, mais qui, je crois, a beaucoup d'importance dans les livres de Marianne Ndiaye, ce sont les choix des noms, à la fois les noms de lieux et les noms des personnages, des noms qui sont souvent répétés, martelés à travers tout le texte, qui parfois changent aussi, se métamorphosent un petit peu, un nom qui se transforme en un diminutif ou en un surnom, ou des personnages qui choisissent volontairement de changer de nom. Si on pense pour les noms de lieux à Brive-la-Gaillarde, vous voyez que tout de suite il y a des résonances, des connotations qui s'ouvrent. De la même manière pour les noms de personnages, la divine, Ange, Madame Le Marchand dans ce texte de théâtre qui s'appelle Hilda. Ça ouvre aussi un imaginaire, mais c'est difficilement traduisible. Alors quel choix est-ce que vous avez fait pour la transposition de ces différents noms de lieux, de personnages? Je les ai simplement gardés. les noms propres. Autrefois, ça se traduisait souvent. Et je pense que la convention un peu générale maintenant, c'est de garder les noms tels qu'ils sont. Oui, et est-ce que quand on lit en allemand Maître Suzanne, on entend que ça peut être aussi un prénom? Oui. Oui, c'est pareil. Mais c'est ça qui est merveilleux, c'est-à-dire que dans des traductions d'autres langues complètement différentes du français, je peux pas me représenter si Suzanne, ça a aussi le sens d'un prénom ou pas, mais peut-être que les traducteurs, du coup, changent ce nom pour qu'il fasse l'effet aussi d'un prénom dans la langue. Oui. S'il y a dans Rosie Carpe, par exemple, cette idée d'un personnage un peu mutique, enfin moi, forcément, on a tendance peut-être parfois à surinterpréter les connotations, les résonances d'un nom. Dans ce cas-là, je crois qu'il y a un passage dans le livre où il est question d'une carpe, enfin le nom devient un sujet du texte, et du coup j'ai traduit ça, et puis après on le sait, et puis le lecteur ou la lectrice remplit. Et ça, c'est quelque chose que je peux faire quand c'est un nom vraiment qui a un sens. Je peux faire une petite incise et préciser une fois, et puis après, c'est introduit, et puis le lecteur l'a dans la tête. Marianne Ndiaye, vous nous avez dit que vous ne pouviez lire que le français et je crois que vous ne maîtrisez pas très bien l'allemand. Et pour autant, l'Allemagne, c'est le pays où vous avez choisi de vivre pendant plusieurs années. En 2007, vous vous êtes installé à Berlin, vous y êtes resté une dizaine d'années. Alors quel est votre rapport à cette langue et aussi à cette ville? Parce que cette ville, Berlin, elle a fait l'objet de plusieurs textes, elle est au cœur de plusieurs textes, dont celui-ci, ce très joli texte « Y penser sans cesse », paru à l'Arbre Vengeur, qui est un texte en version bilingue avec la traduction mise en regard de Claudia, et également des photographies, puisque les personnages sont dans le Ring, qui est ce moyen de transport qui fait le tour de la ville. Alors, quel est votre rapport à cette langue et à cette ville? Mon rapport à l'allemand, c'est un rapport de chagrin, en quelque sorte, parce que j'ai jamais réussi à apprendre vraiment l'allemand pour des choses de tous les jours, mais rien de plus, rien de mieux. Et c'est un rapport de déception vis-à-vis de moi-même. Je pensais que en arrivant à Berlin, j'apprendrais
la langue naturellement et facilement. Et j'ai pris je ne sais combien de dizaines voire de centaines d'heures de cours, je pense, sans grand résultat. Et plus je piétinais, plus j'achetais de méthodes et j'ai des maîtres et des maîtres de grammaire, de méthodes, etc. Mais ce n'était que la marque de mon insuffisance, en fait. Ça s'est pas fait. Et c'est pour ça que oui, voilà, ça reste une déception, mais plus que ça, je pense une sorte de peine. Et rattraper légèrement grâce à mes enfants qui sont tous les trois parfaitement germanophones, mais moi, je sais que je ne le serai jamais, donc ça reste une forme de chagrin. Et est-ce que le rapport est aussi déceptif à la ville, à Berlin, parce que... Ah non, du tout, non. Dans Berlin, mon garçon, qui est cette pièce de théâtre où une mère de famille va chercher son enfant qui a disparu dans Berlin, mais elle ne sait pas très bien où. Vous avez des mots assez durs sur cette ville. Ah non, du tout. Berlin reste bien que je n'y habite plus depuis quelques années, mais Berlin sera toujours ma chère ville, ma ville. Ah oui, non, il y a pas, c'est pas... Oui, non. Berlin, enfin, l'Allemagne en général, d'ailleurs, reste dans mon cœur absolument, malgré voilà, le fait que ma maîtrise de la langue sera toujours vraiment nulle, quoi, en fait. Oui. Alors peut-être une ou deux dernières questions, parce qu'après je voudrais que vous aussi vous ayez la parole et que vous puissiez poser les vôtres. Claudia, à force de fréquenter cette œuvre de Marianne Ndiaye, de la connaître de mieux en mieux, est-ce que vous avez l'impression d'être plus efficace, plus rapide dans vos traductions, et est-ce que d'une manière plus générale, ça a une incidence sur votre manière de traduire d'autres textes? Est-ce que ça a induit chez vous d'autres réflexes de traduction, peut-être? Est-ce que ça a fait sauter certains verrous applicables dans d'autres traductions? Dans d'autres traductions, je ne sais pas, parce que chaque auteur a son univers. Et non, je ne ferai pas de parallèle. Mais par contre, quand je traduis un nouveau livre de Marie, c'est un peu comme rentrer à la maison. Enfin, je me sens très à l'aise, en fait. C'est un grand plaisir. Et bizarrement, même si d'une certaine manière, ce sont des textes difficiles, je ne mets pas plus de temps que pour d'autres, qui peuvent être écrits de manière plus simple, avec moins de serpentement et de constriction et tout ça. Mais voilà, pour moi, ça me convient. Et c'est vrai qu'au début, je repassais plus souvent. Il y avait plus de relectures. Il y en avait 5, 6. Et maintenant, à la 3e, en général, ça va. Donc, voilà. On se rôde. On imagine que la traduction, il y a une part de casse-tête et de challenge. C'est Jean-Philippe Toussaint qui, à la rentrée dernière, a traduit Zweig, le joueur d'échecs, et qui compare justement la traduction aux échecs, en disant que la traduction, c'est toujours un ensemble de contraintes qu'il faut tenir en même temps. Voilà, 1, 2, 3 contraintes à combiner comme aux échecs. Donc il y a ce côté-là de la traduction, mais malgré tout, si vous poursuivez ce métier depuis des années, j'imagine que vous en tirez aussi une grande satisfaction. Où il se situe le plaisir de traduire pour vous? Le plaisir est dans le casse-tête, en fait. Et dans l'oubli de soi qu'il permet, le casse-tête. Enfin, moi, ce qui me plaît dans la traduction, c'est l'état dans lequel ça me met, ça me plonge. C'est entre deux.
enfin de nager entre deux rives en fait, et puis d'accoster d'un côté en lisant, d'accoster de l'autre en réécrivant, et puis voilà, je serpente entre les deux, et puis j'adore cette troisième espace en fait entre les deux. Et parfois j'aimerais pas finir une traduction parce que je suis bien tant que c'est pas fini, et puis après quand je dois terminer, parfois c'est douloureux, c'est difficile. Mais je vous remercie beaucoup toutes les deux pour vos réponses. Merci.